Mesdames et messieurs, chers membres du jury, chers invités, je tiens d'abord à vous exprimer ma gratitude pour votre présence. Une thèse est une aventure collective. Aussi, je remercie toutes les parties prenantes, à commencer par chacun d'entre vous. Partager la question de départ semble pouvoir clarifier notre raison d'examiner les variations des empathies des enseignants, avec le constat suivant. Dans le domaine de la santé, la recherche a identifié depuis plus de 20 ans que plus ils font des études et moins les étudiants médecins, infirmiers et dentistes ont tendance à obtenir des scores d'empathie élevés. Pour le dire simplement, ils ont tendance à avoir plus d'empathie au début de leurs études qu'à la fin. Que se passe-t-il cette fois chez les étudiants enseignants ? Les questions centrales de cette thèse examinent les variations des empathies pendant la formation initiale et les différences également avec les étudiants médecins. Pour examiner tout cela, je vous propose un plan structuré classique. Premièrement, nous définirons le cadre théorique de l'empathie appliqué aux enseignants, puis nous nous concentrerons sur les résultats principaux. Enfin, notre conclusion nuancera l'analyse et explicitera les apports pour la qualité de la formation. Établissons d'abord le cadre théorique utilisé en considérant le concept d'empathie comme un vaste univers. De manière générale, l'empathie peut être définie comme la capacité de se mettre à la place de l'autre sans oublier que l'on est soi. Cependant, comme souligné par Koeuf en 2017, il n'existe pas de consensus clair autour de cette définition. Alors, nous choisissons de nous inspirer du cadre exhaustif proposé par Batson en 2009 en prenant en compte 11 distinctions. Parmi celles-ci, l'empathie cognitive et affective sont des planètes qui semblent faire consensus. Au-delà de ces dimensions interpersonnelles plus visibles, des dimensions intrapersonnelles moins visibles, comme l'auto-empathie ou l'autocompassion, sont également mises à l'épreuve dans cette thèse. Toutefois, je vous préviens que les diapos suivantes pourraient vous surprendre, mais sans vous effrayer. En effet, les études 1 et 2 de cette thèse s'emploient à déjouer les biais de projection, de genre, de couleur de peau, avec des vignettes dessinant des aliens. Imaginons, si vous en êtes d'accord, et ce n'est qu'une proposition, que vous êtes un enseignant dans un INSPE en contact avec les étudiants enseignants. La littérature anglaise les nomme pre-service teachers, mais nous n'avons pas de mot pour le dire en français. Nous les appellerons donc les étudiants enseignants et le noterons EE sur les diapositives. En tant qu'êtres vivants, nous sommes tous enseignants et nous sommes tous élèves. Pour ma part, je suis devenue enseignante en CP quand j'ai appris 2 techniques pour faire les lacets et que je me suis mise à les partager dans la cour de l'école, car il est beaucoup plus pratique de courir avec des lacets faits que défaits. Pour cette recherche, nous avons considéré que le participant devient étudiant-enseignant à partir du moment où il entre dans une formation intégrant au moins un cours lié à l'enseignement. Il obtient ensuite le concours de professeur et est considéré comme enseignant en exercice jusqu'au jour de sa retraite. En atterrissant sur la première planète et en utilisant votre empathie cognitive, vous percevrez peut-être certains besoins fondamentaux des étudiants enseignants en formation. Par exemple, lorsqu'ils bénéficient d'un soutien significatif qui leur permet de progresser et de se sentir en sécurité au sein d'un groupe, vous déduirez peut-être que leur besoin d'affiliation est comblé. Vous noterez également que les besoins de compétences ne sont pas toujours satisfaits quand les étudiants enseignants prennent conscience de la complexité du métier. La tension, née de l'expérience de la réalité, influence parfois leur bien-être car elle crée un décalage avec leurs propres valeurs et motivations initiales. À ce sujet, la littérature scientifique montre des corrélations entre l'empathie et le bien-être dans la population générale et aussi chez les enseignants. Notons cependant que les recherches quantitatives à ce sujet restent fortement hétérogènes. Depuis l'Antiquité, les penseurs et les chercheurs débattent de 2 grandes modalités de bien-être. Hédonique, en se centrant sur le plaisir et la joie peut-être d'enseigner, et eudémonique, qui se concentre sur l'accomplissement personnel et la contribution à la société. Des dimensions auxquelles s'ajoute aujourd'hui le bien-être au travail. Nous avons choisi de nous concentrer sur le bien-être hédonique pour la raison suivante. En comparant les échelles de bien-être, Monprin a observé en 2023 que chez les enseignants, le bien-être hédonique
par exemple l'échelle du bien-être subjectif hédonique de Diener, est corrélée avec les mesures des échelles de bien-être eudémonique et de bien-être au travail. Elle note aussi que le bien-être hédonique contribue au bien-être eudémonique et pas l'inverse. Venons-en maintenant à une autre planète. Vous pourriez y observer les capacités d'autocompassion chez les étudiants enseignants cherchant à alléger leur propre souffrance face aux incidents de la classe et de la formation et ou du concours. L'autocompassion, selon Germer et Neff, se définit de 3 manières. Être présent, ici et maintenant, se sentir relié aux membres de sa communauté, et surtout, et enfin, faire preuve de bienveillance envers soi-même. Ces capacités leur permettent de mieux gérer les défis émotionnels et professionnels qu'ils rencontrent. En atterrissant enfin sur la dernière planète, si vous utilisez votre empathie affective, vous remarquerez que ces étudiants traversent des phases changeantes et d'intensité variable, décrites dans la littérature comme marquées par l'enthousiasme et les craintes. Elles sont décrites par mes étudiants lors du dernier cours de préparation au concours de professeurs des écoles comme des montagnes russes. Cependant, l'empathie n'est pas une compétence magique. Certains dangers de l'empathie sont mis en évidence par de nombreux auteurs. L'un des premiers maillons de l'empathie affective est par exemple la contagion émotionnelle. Si vous en usez trop intensément et trop longuement, vous risqueriez la détresse empathique. En raison de ces risques, notre recherche se base exclusivement sur une approche quantitative, cherchant à éviter les biais le plus qu'il nous est possible. Nous avons utilisé des échelles scientifiques validées qui indiquent un score pour les distinctions de l'empathie. Par exemple, le Basic Empathy Scale est une échelle qui évalue l'empathie affective et cognitive sur 100 points, mais aussi une échelle d'autocompassion et de bien-être subjectif hédonique. En complément, nous avons réalisé un diplôme universitaire d'analyse de données obtenu avec mention afin de parfaire notre utilisation des différentes techniques statistiques. Et nous y reviendrons. L'entrée en thèse est actée en septembre 2021. Les 5 premières expérimentations sont menées de janvier à juin 2022. Puis l'actualité s'accélère puisque Gabriel Attal, en septembre 2023, annonce vouloir développer une culture de l'empathie à l'école. Les études 6 et 7 portant sur le bien-être sont donc postérieures à ces annonces. Nous avons réalisé d'autres expérimentations en 2024 dont les résultats sont présentés dans des colloques scientifiques internationaux. À titre d'exemple, lors du colloque du CRIF à Montréal en 2024, la première étude documente l'appropriation des compétences psychosociales par les étudiants de niveau master. Puis, lors d'un colloque concernant l'école inclusive, nous avons cette fois présenté l'étude 7 de cette thèse auprès d'étudiants en formation KPI. Je vous propose de revenir maintenant aux études incluses dans cette thèse et de concentrer notre attention sur 3 conclusions centrales des études 3, 4 et 7 que je vais décrire ici, justement avec le Basic Empathy Scale. Comme point de départ, Jaafari met en évidence que les scores d'empathie des étudiants, cette fois avec des étudiants médecins au Maroc, sont inférieurs de 10% par rapport à ceux des étudiants français. Notre hypothèse est de trouver des écarts identiques chez les étudiants enseignants, en notant au passage que c'est la première étude en Afrique qui examine l'empathie des étudiants enseignants. Pour plus de lisibilité, puisque les scores du Basic Empathy Scale sont sur 100, nous les avons indiqués en pourcentage. Les scores obtenus confirment cette hypothèse avec un écart de 9,5% environ, retrouvé ici entre la France au nord et le Maroc à l'ouest. De plus, une ANOVA montre un effet principal du pays, le Maroc ou la France, sur les scores d'empathie affective et cognitive obtenus. Toutefois, la langue maternelle des Marocains est l'arabe et ils utilisent le français comme première langue vivante étrangère. Le test de Jaafari leur est aussi proposé en français, ce qui pourrait leur poser des problèmes de compréhension. C'est pourquoi Daladji et son équipe ont traduit le test en arabe en 2023 après notre étude. Remarquons que si l'on compare le Maroc et la Tunisie, des pays proches d'Afrique du Nord, les écarts sont encore plus importants, de 13 points sur 100. Une question se pose à ce stade. Les étudiants marocains sont-ils vraiment moins empathiques que les autres ? Nous nous attendions donc à trouver des contrastes dans l'emploi de la langue française entre les étudiants enseignants et ses effets sur la mesure de l'empathie. Nos résultats montrent que l'augmentation du temps de passation du test
est corrélée à une diminution des scores d'empathie. Autrement dit, plus le participant s'efforce de répondre longuement au test, et moins son empathie est élevée. La variation de temps suggère des difficultés de compréhension rencontrées par les participants. L'analyse factorielle du test montre également que 8 items ne sont pas reliés aux autres. L'item 17, je suis souvent happé par les émotions des autres, en fluo, n'est pas corrélé. Pour la petite histoire, pendant la conférence de 2023 de Marrakech sur les soft skills à laquelle j'ai participé, toutes les personnes empiriquement interrogées au Maroc ne savaient pas ce qu'était le mot happé, sauf les professeurs de l'université en littérature française, c'est dire le niveau soutenu de ce mot qui est intégré au test. Cette suspicion est renforcée par l'observation suivante. Lors des réponses aux questions ouvertes, les étudiants marocains commettent 2 à 3 fois plus de fautes d'orthographe que leurs homologues français, ce qui est naturel puisque c'est leur langue vivante étrangère numéro 1. Il semble alors que le test prévu initialement pour mesurer l'empathie se soit commué en un test de langage. Les résultats confirment les contrastes attendus par les hypothèses 3.2 et 3.3. Il reste par conséquent un doute raisonnable de nature à convoquer de nouvelles analyses au Maroc, cette fois en langue arabe, puisque le doute doit bénéficier à la recherche. Revenons maintenant à l'étude centrale de cette thèse en France. Premièrement, nous avons fait l'hypothèse d'une tendance à la diminution des empathies affectives et cognitives tout au long des études des étudiants enseignants, comme cela a été constaté en Roumanie, Chine et Colombie dans d'autres études. Premièrement, nous avons observé un effet de l'année d'études allant de Bac+1 à Bac+8 sur les scores d'empathie obtenus avec ANOVA. Un point notable paraît à l'année de Bac+6 que nous appelons année dorée. Elle est identifiée en blanc sur la figure de l'empathie affective à gauche et de l'empathie cognitive à droite. L'hypothèse présentée ici est donc rejetée. Comment expliquer ces variations à la hausse ? Soit ce sont les étudiants enseignants les plus empathiques qui ont été recrutés, soit ils ont gagné progressivement en empathie pendant leur année d'alternance au contact des élèves et lors de cours comme la psychologie de l'enfant ou l'analyse de pratique. Soit l'entrée dans le métier leur procure un sentiment de bien-être qui joue sur leur empathie. Toutefois, en comparant différents secteurs d'études, nous avons constaté que les étudiants enseignants issus d'une licence de langue présentent des niveaux d'empathie plus élevés que ceux issus des STAPS liés au sport et à l'activité physique. L'écart peut peut-être s'expliquer par le fait que la spécialité lettres comporte moins de compétition et favorise davantage l'emploi du langage oral et écrit, favorisant cette fois à nouveau des scores d'empathie plus élevés. Ce constat souligne une fois de plus l'importance du langage dans le développement de l'empathie, y compris chez des adultes. Second point, les étudiants enseignants ont tendance à être 30% plus empathiques que les étudiants médecins lors de cette même année de master, comparé à l'article de Trifot. Ceci figure sur la première et troisième barre de cet histogramme. Ce qui est remarquable dans le graphique présenté ici, c'est que, pendant toute la durée de leurs études, les hommes enseignants ont tendance à être plus empathiques que les femmes médecins. C'est la première fois qu'un tel écart est identifié entre deux secteurs d'études pendant toute la formation initiale. Enfin, les variations d'empathie impactent-elles le bien-être des étudiants et vice-versa ? Nous avons fait l'hypothèse de relation entre les variables et donc de corrélation, sans pouvoir identifier leur direction positive ou négative, conformément à la littérature qui reste hétérogène à ce sujet. Nous supposions trouver une relation entre empathie, autocompassion et bien-être chez des étudiants de niveau master. Nous avons réalisé pour ce faire une étude de corrélation et ensuite une analyse factorielle exploratoire. Concernant l'analyse des corrélations, premièrement, plus les étudiants ont des scores d'empathie élevés et moins ils font preuve d'autocompassion pour eux-mêmes. Pour le dire plus simplement, plus d'empathie envers autrui et moins de bienveillance envers soi. Deuxièmement, des niveaux plus élevés d'autocompassion sont fortement corrélés à des niveaux de bien-être plus élevés. Troisièmement, si on compare la relation des variables autocompassion avec le bien-être hédonique et les variables empathie avec ce même bien-être, c'est davantage le manque d'autocompassion qui est corrélé avec l'échelle négative du bien-être que l'empathie. En tout cas, avec cet échantillon de niveau master.
Les 2 hypothèses précédentes ne sont donc pas rejetées. Cependant, cela pose de nouvelles questions. La première est d'identifier dans quelle mesure ces effets sont valables pour tous les enseignants et même, peut-être, pour les étudiants médecins. La relation entre bien-être, autocompassion et empathie pourrait être explorée davantage au service de la formation. Ensuite, nous avons réalisé une analyse factorielle exploratoire. Celle-ci montre que l'autocompassion, les empathies affectives et cognitives et l'échelle du Spain-N font partie d'un seul et même facteur. Cela apporte une donnée supplémentaire sur la nature systémique de ces éléments. Nous avons constaté que les variations significatives des niveaux des empathies sont influencées par divers facteurs au cours de ces études, répondant ainsi à notre problématique. Ces facteurs sont géographiques, comme entre le Maroc, la France et la Tunisie, interculturels, avec les compétences langagières et notamment en fonction de la langue utilisée pour les tests. Ils sont aussi liés au niveau d'études et les capacités des individus à être en relation avec leur propre monde intérieur. Mais nuançons cela, car une nouvelle étude est bien sûr à réaliser au Maroc en langue arabe, les tailles d'effet de l'évolution des empathies sont relativement faibles, elles s'expliqueraient soit par le nombre élevé de participants, soit à cause des enseignants déjà très empathiques, n'ayant pas besoin d'améliorer cette capacité. Les variations d'empathie, élevées par rapport à la population générale et avec une tendance à la hausse pendant la formation initiale, pourraient être l'apport principal de cette thèse, en esquissant l'idée que l'empathie pourrait être à la fois une force et une vulnérabilité pour les enseignants. Une force grâce à laquelle construire les séances et séquences d'empathie nécessaires à partir de la rentrée 2024, mais aussi une zone de sensibilité, voire de vulnérabilité, susceptible d'atteindre leur propre bien-être. Ces éléments viennent à rebours de nos hypothèses et nous permettent donc d'être en désaccord avec nous-mêmes, avec une pointe d'autocompassion quand même. Parmi la revue de la littérature Prisma avec 240 articles, de laquelle nous avons peu parlé, faute de temps, seuls 53% de ces mêmes articles étayent l'axe de distance placé au nord. Nous sommes vivement intéressés à continuer à documenter l'empathie des enseignants, notamment à travers cet axe, à l'instar du travail de Montprin en 2024. Pour finir, des pistes sont évoquées puisque le double enjeu esquissé par nos travaux et par la circulaire de rentrée scolaire sont à la fois la mise en œuvre des compétences psychosociales dont fait partie l'empathie et la santé scolaire. Notre chemin d'écrit commença par des petits pas et par des premières expérimentations nationales au championnat de France UNSS Voile avec des jeunes coachs en tenue de marin en 2019 que vous voyez ici. Ce chemin continua avec les premières expérimentations en groupe d'analyse de pratique des enseignants en 2019 jusqu'à la première option empathie en 2021, jeu empathie et créativité à l'INSPE de Nice en co-création avec Cindy De Smet et Marianne Thauvin que je veux citer et remercier ici. Ce chemin continue actuellement avec l'option climat, empathie, bien-être depuis 3 ans à l'INSPE de Nice. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé à chacune des études proposées. Merci à chacun d'entre vous qui avez assisté à cette soutenance en direct et à ceux qui la regarderont maintenant. Vous faites partie de ce petit pas. Et si vous voulez continuer à me suivre, vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la mailing list du site que j'avais créé pour la période de ma thèse qui s'appelle suivre-cette-thèse.fr. Aussi à bientôt si le cœur vous en dit.